Donc, on est vraiment heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour échanger. Donc, Evol, qui a pour mission de financer et d'accompagner les entrepreneurs dans les 17 régions du Québec et plus spécifiquement les entreprises qui souhaitent avoir un impact positif sur la société. C'est quoi le lien entre diversité, inclusion et développement durable, impact positif? C'est un des aspects, en fait, qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, on a été présenté brièvement dans l'introduction. Donc, Véronique, effectivement, 20 ans d'expérience en entrepreneuriat, d'abord auprès des jeunes entrepreneurs et depuis 12 ans au sein de l'organisation Evol, qui était historiquement Famessor, donc auprès notamment des femmes entrepreneurs. Je suis accompagnée aussi de ma collègue Chantal, qui est une expérience en finance d'impact. Ceci étant dit, dans la présentation, vous ne verrez pas les mots experte. Alors, Chantal, j'espère que je ne t'ai pas choquée dans la présentation. C'est vraiment pas la posture qu'on prend devant vous, évidemment, aujourd'hui. On est ici pour partager en toute humilité et avec grande passion, en fait, sur notre histoire, puis aussi l'évolution de notre organisation, puis comment on s'implique, notamment au niveau de l'entrepreneuriat immigrant en région. Et donc, pour commencer, on aime bien montrer cette file de temps, en fait, pour rappeler qu'on est né en 1995 en Côte-Nord et que maintenant, comme Véronique le disait, on est sur les 17 régions du Québec. On est né en 1995, ce qui fait que l'année prochaine, on fêtera nos 30 ans. Et en 30 ans, on en a fait de l'impact, puisqu'on a... Tu peux passer à la suivante? Oui. Voilà, merci. On a financé donc, pour un montant de plus de 56 millions de dollars et on a touché plus de 88 000 entrepreneurs. Donc on est très fiers de ces résultats et puis on espère que vous célébrerez avec nous l'année prochaine. Oui, 30 ans déjà, puis malgré tout, en fait, il y a un constat qu'on fait. J'ai envie de dire, malheureusement, donc ça s'impose, là, c'est que le Québec n'a toujours pas atteint son plein potentiel entrepreneurial. Donc, pourquoi, en fait? C'est qu'on réalise qu'il y a plusieurs groupes qui demeurent sous-représentés en entrepreneuriat. C'était le constat quand j'ai joint l'équipe de Famessor il y a 12 ans. Donc, évidemment, la population féminine qui représente la moitié, en fait, de la population, mais très peu présente en entrepreneuriat. Puis même encore aujourd'hui, quand on regarde la propriété majoritaire des entreprises, c'est que 18 % des entreprises qui sont détenues majoritairement par des femmes. Donc, c'est un des éléments qui a été un peu la prémisse de base du pourquoi, en 2021, Famessor est devenu Evol et a élargi, en fait, sa clientèle. C'était devant le constat qu'il y avait d'autres groupes qui demeuraient sous-représentés en entrepreneuriat et, évidemment, sans généraliser, parce qu'on ne veut pas tomber dans ce piège-là, mais avec des défis, en fait, similaires à ce que vivaient les femmes. Donc, à l'époque, nous, on est très près, évidemment, de nos partenaires au gouvernement. On a un conseil d'administration très impliqué. On a des gens aussi, une équipe très impliquée. Et devant ces constats-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une différence, nous, Famessor, donc un groupe à l'époque d'une 50aine, majoritairement de femmes à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire une différence? Puis tantôt, dans la période d'échange, j'ai pris la petite carte, j'ai pigé la carte qui s'appelait « Espoir ». Je trouvais que ça nous représentait bien parce qu'évidemment, nous, on a de grands espoirs. Puis on s'est dit, bien, savez-vous quoi? Je pense que oui, on peut faire une différence. Mais en fait, on est convaincus qu'ensemble, avec tous les partenaires, avec toutes les forces locales, c'est un terme qui est revenu, bien, qu'on peut effectivement faire une différence. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure avec Evol. Et effectivement, en 2021, donc, on a fait plusieurs pivots pour accueillir
tous ces groupes sous-représentés en entrepreneuriat, et puis pour les représenter, pour vraiment voir la pluralité du visage du Québec, mais aussi se dire, nos femmes entrepreneurs, elles ne sont pas que d'identité de genre femme, elles sont aussi des femmes racisées, des femmes immigrantes, autochtones, ou des communautés LGBT, ou en situation de handicap. Et en fait, comme tu le disais, Véronique, il y a des difficultés, des obstacles qui pouvaient être dus à leur identité de genre féminine, mais aussi à un autre aspect de leur individualité. Puis on a poussé plus loin, on a dit que pour nous, on voulait une économie, on voulait transformer l'économie en une économie plus durable et plus inclusive, et que pour ça, nous aussi, il fallait qu'on soit inclusif, qu'on ouvre les portes à la jante masculine, à l'identité de genre masculin, mais en insistant sur l'inclusion. C'est pourquoi, en fait, quand on parle d'entreprise à propriété diversifiée et inclusive, on demande seulement 25% des parts. Donc, on veut dire qu'il faut ouvrir la porte à la diversité et qu'ensuite, en fait, vous aurez, c'est même un facteur clé de succès, plus vous avez une propriété diversifiée, plus vous aurez un succès en affaires. Donc, c'est comme ça qu'on a soutenu les entreprises donc, à propriété diversifiée et inclusive. Puis, on est allé un peu plus loin, on a dit, oui, on veut une économie plus durable. On veut en fait que les entreprises qui sont créées, puisqu'on fait du démarrage, mais aussi qui grandissent, puisqu'on fait de la croissance, qui sont reprises, puisqu'on fait du reprenariat, elles participent en fait à ce mouvement collectif qui est pour un développement durable. Donc on s'est aligné aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc les entreprises que l'on finance doivent avoir une intention d'impact ou bonifier leurs pratiques éco-responsables. Puis en fait, il faut dire que le développement durable, ça faisait déjà partie en fait de notre ADN, j'ai envie de dire. C'est un constat très fort qu'on a fait à un certain moment où on a déployé une première campagne qui mettait en lumière 100 entrepreneurs dans les 17 régions du Québec, avec la volonté justement de présenter des modèles diversifiés en entreprise. Donc ça, c'est un aspect aussi qu'il faut aborder, d'avoir une diversité de modèles de réussite en fait. Et dans le formulaire de mise en candidature, on posait la question « Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en affaires? » J'ai envie de dire 99% des répondantes à l'époque avaient dit « Pour faire une différence, pour avoir un impact positif dans la société, pour faire une différence dans ma communauté. » Puis ça, on le sentait que c'était déjà présent, mais je vous avouerais que de le voir comme ça factuellement, ça nous a vraiment marqué. Donc, quand on a décidé d'arriver puis de vraiment formaliser le développement durable, en demandant en fait à chacune des entreprises qu'on finance de prendre au moins un engagement en faveur du développement durable, de l'inscrire dans une démarche. Et dans un deuxième temps, en fait, on les accompagne à la concrétisation de ce plan, de cette démarche-là. Ça faisait déjà partie intégrante pour nous à ce moment-là. Donc, toutefois, il y avait quand même peu de données qui existaient sur le marché. De dire, OK, parce qu'à chaque personne qu'on rencontrait, c'était clair, les gens, ils veulent s'impliquer, veulent faire du développement durable. Si je pose la question ici, qui est contre le développement durable, je suis certaine que personne ne va lever la main. Mais concrètement, comment ça se vit, comment ça s'applique aussi en entreprise. Puis encore là, c'est quoi le lien avec le sujet d'aujourd'hui? On va y venir, mais on a eu envie de creuser un petit peu plus. Et donc, on a fait un partenariat avec le réseau Mentorat et Léger, donc en marge de l'indice entrepreneurial québécois, donc une étude que vous connaissez peut-être. On a décidé de sonder spécifiquement les entrepreneurs au niveau de l'intégration du développement durable en entreprise. Puis on a fait quand même des découvertes super intéressantes, dont quelques-unes qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Effectivement, on disait, j'ai pas vu de main se lever, mais personne n'est contre le développement durable. En revanche, le cadre des objectifs de développement de l'ONU, est-ce qu'il y en a parmi vous qui lèvent la main pour dire qu'ils les connaissent ou qu'ils les connaissent bien? Bon, nos entrepreneurs sont plus willing que vous, en sachant que, effectivement, 2 entrepreneurs sur 10 estiment bien connaître les objectifs de développement durable de l'ONU. Après, on sait que c'est pas dans sa spécificité. Les objectifs de développement durable de l'ONU, ils ont été créés en 2015, signés par plus de 190 pays. C'est vraiment un mouvement collectif. Mais s'il y a des MRC, des communes, des gens du ministère, sachez que vraiment le Québec
GIEC, les différents ministères ont aligné en fait leur stratégie de développement avec le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU. Généralement, dans la feuille de route, là, c'est quand vous voyez les petits carrés avec plein de couleurs, ça, c'est les ODD de l'ONU. Donc, je vous ai peut-être appris quelque chose aujourd'hui, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les objectifs de développement durable de l'ONU, ils considèrent tous les aspects du développement durable, c'est-à-dire non seulement l'aspect de la biodiversité, de l'environnement, de la lutte au changement climatique, mais aussi l'impact positif sur la société, la diversité et l'inclusion, ODD 5 et 10, là, pour ceux qui veulent retenir les chiffres, mais la réduction des inégalités fait aussi partie intégrante de cette feuille de route des ODD de l'ONU. Donc, si nos entrepreneurs connaissent peu ou pas ces ODD, ben, ça veut dire que nous, les grandes institutions, nous, on est un peu des joueurs du financement, comment on fait pour traduire? Moi, je dis souvent qu'en tant que directrice finance durable, je suis la traductrice simultanée pour nos entrepreneurs, nos toutes petites entreprises et nos PME, pour que les entrepreneurs puissent comprendre ces grands cadres et voir en fait pratique là dans leur quotidien, comment mettre en place des plans pour avoir des pratiques éco-responsables et bonnes pour la société. Tu parles, Chantal, de traduction. En tant que fille de com, j'ai rencontré des collaborateurs aussi de communication de la région de Gaspésie. Là, je ne vous vois pas, mais je vous salue. C'est un défi quand même. Quand on arrive, on veut parler de développement durable, et que 2 personnes sur 10 estiment les connaître, on se dit comment on va s'y prendre. Donc, comment on va s'y prendre pour parler finalement le même langage. Donc, on a parlé de la barrière de la langue au niveau de la francisation. On avait une barrière de la langue aussi au niveau du développement durable, ce qui ajoute peut-être des défis à ce moment-là. Toutefois, un élément super intéressant qui est ressorti dans l'étude, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui semblaient plus nombreux à connaître les ODD. C'était le cas notamment chez les femmes, chez les jeunes de 18 à 34 ans. Donc, on sait que la jeune génération est très conscientisée, très sensibilisée, mais aussi chez les personnes immigrantes. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans les résultats qu'on a trouvés, mais déjà là, on a un élément qui est intéressant. Je pense qu'ils viennent de comprendre pourquoi on avait ce thème-là aujourd'hui. Oui. Donc, effectivement, je disais tout à l'heure, les ODD, les grands cadres, ça peut paraître un peu de quelque chose inatteignable pour les entrepreneurs. Par contre, quand on regarde, nous, concrètement, ce qu'ils ont déjà fait, ben, on voit que 2/3 d'entre eux d'entre elles ont déjà intégré le développement durable dans leur entreprise. Donc, c'est hyper encourageant de se dire, ben, il y a quand même des choses qui sont faites en développement durable. Puis, intégrer du développement durable, c'est appuyer sur le bouton démarrer, commencer à se mettre en action, faire des choses, mais c'est aussi appuyer sur le bouton arrêter. Arrêter d'avoir un impact négatif, arrêter de faire des choses qui peuvent être consommatrices d'énergie, polluantes ou mauvaises pour la communauté. Donc, il y en a 2/3 qui ont intégré le développement durable et en plus, il y en a 1/3 qui l'ont fait en amont de la création d'entreprises. Donc, ça veut dire que pour à peu près 1/3 d'entre eux, là, le 28,2%, un peu moins, 28%, ça a été même dès les premières réflexions. Donc, on voit que les entrepreneurs, ils se sont même posé la question, fais-tu la bonne chose? Est-ce que mon entreprise vaut la peine d'être créée? Parce qu'on a vu aussi, c'est une raison aussi de non-être. Et pour la raison d'être, nous, c'est ce qu'on appelle nos entreprises d'impact. C'est-à-dire les entreprises qui vont même aller, vraiment leur raison d'être, c'est d'offrir une solution à un enjeu sociétal. Donc, c'est dans le cœur de leur modèle d'affaires. Encore là, c'est ma statistique chouchou. Donc, on a observé qu'il y avait des groupes d'entrepreneurs qui semblaient également intégrer davantage de développement durable, et ça en amont de leurs activités. Donc, je parlais tantôt du groupe qui disait, moi, ça a été un des facteurs de motivation. Donc, non seulement ça a été pour certaines des facteurs de motivation, mais ça faisait partie prépondérante. Puis on va voir tantôt avec l'exemple d'entreprise, une entreprise qu'on a accompagnée, que pour elle aussi, là, c'était au cœur même, en fait, du développement de l'entreprise. On leur a aussi demandé c'était quoi les freins. Et là, j'avoue que moi, ça m'a impacté, parce qu'un des premiers, c'était « Ah mais non, mais moi, le développement durable, je ne suis pas concernée ».
Je vous ai dit qu'il y avait 17 objectifs de développement durable qui parlaient de tout, de l'environnement, du social, du développement de communautés durables. Je dis, comment on peut ne pas se sentir concerné? Donc là, c'est aussi, nous, tous là, un devoir de mobilisation et d'information, puis de vraiment montrer que chaque pas compte. Il faut faire bien sûr de la synergie pour que ces pas comptent vraiment et aillent dans la bonne direction, mais vraiment encourager nos entrepreneurs en disant si tout le monde peut faire quelque chose et les PME doivent le faire, doivent faire partie de la solution. L'autre chose aussi, c'est le fait que ce n'est pas une priorité pour le moment. Alors ça, en tant qu'acteur financier, on le sait, la charge mentale, c'est difficile de démarrer une entreprise, c'est difficile de reprendre une entreprise. Quand tu es en phase de croissance, tu as tout à gérer, tu as géré ta croissance. Et il y a aussi le fait que si ce n'est pas une priorité, c'est qu'on ne voit pas bien le retour sur investissement. Donc là aussi, nous, en tant qu'accompagnateurs et financiers, il faut qu'on démontre le retour sur investissement pour l'entrepreneur, que ce soit en termes de rétention d'employés, d'économie d'énergie aussi, de coûts si vous mettez en place des systèmes pour avoir moins de dépenses énergétiques. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire aussi. Et le manque de familiarité, ça c'est celui qui m'inquiétait le moins, parce que je dis, avec la mise en place d'outils, Véronique vous en parlera tout à l'heure, on a une boîte à outils assez remplie maintenant. Donc c'est un frein qu'on pourra combler rapidement. Puis si je peux me permettre, il y a beaucoup de choses aussi qui se mettent en action, notamment chez les partenaires. Puis quand on parle de la priorité, puis ça fait partie des discussions qu'on a eues, on se dit, c'est une résistance aussi qu'on a eue dans une optique de partage là, de la part de nos collègues, de dire, OK, on soutient les personnes immigrantes qui viennent d'arriver ici, qui veulent s'établir, qui veulent lancer une entreprise, puis en plus, on leur parle de développement durable, en plus, on veut qu'ils prennent un objectif concret. Donc, au départ, même de la part de notre équipe, en toute transparence, c'était accueilli un peu moins chaudement. On se disait, OK, il y a eu un petit peu des appréhensions qui ont été rapidement, en fait, soulagées, j'ai envie de dire, parce que vraiment, on réalise que les gens ont envie d'embarquer, ont juste besoin, effectivement, d'informations concrètes et applicables, puis d'un coup de pouce pour y arriver. Oui, et puis en plus, il y avait, on le voit même dans nos équipes, il y avait 50%, enfin nous il y avait plus, mais 50% des entrepreneurs qui étaient prêts à se mettre prochainement, donc à court terme, en action. Et les facteurs de motivation, c'était souvent la direction. Donc si le fondateur, la fondatrice était pour, si la direction était pour, là c'était un facteur de motivation beaucoup plus grand. La performance financière, je vous en ai parlé, le retour sur investissement doit être démontré. Et puis aussi tout ce qui est la pression autour des crises climatiques mondiales. C'est sûr qu'on parle même d'éco-anxiété, là, donc les entrepreneurs ils se sentaient aussi concernés par cette pression-là. Concernés donc soit mentalement, je parlais d'anxiété, mais aussi financièrement par tout ce qui est réglementation, nouvelle taxonomie, nouveaux cadres qui pouvaient arriver soit en Amérique du Nord, mais aussi en Europe pour les entreprises qui étaient exportatrices. Pardon. Ouais. Puis oui, ça peut être anxiogène, mais en même temps, c'est des enjeux qui sont bel et bien présents, donc on se doit quand même de regarder de face. Je laisse. Oui, parce que souvent on se dit, moi les changements climatiques, je suis au Canada, je suis au Québec, c'est bien beau, mais bon, si les hivers sont plus courts, moi je viens de l'île de la Réunion, une île tropicale près de Madagascar, donc je dirais pas non. Ou alors, je le vois pas. Et quand on regarde en 2023, en fait, on remarque qu'il y a plus de 47% des jours de l'année 2023 au Canada qui ont dépassé les plus 1,5 degré. Donc le Canada est concerné et c'est aussi un effet cyclique en fait de crise par succession. Donc oui, il faut qu'on se sente concerné au Canada, même si on a un espace qui nous paraît généreux et grandiose. L'autre chose aussi qu'on me dit, c'est oui, moi, les changements climatiques, c'est bien beau, mais les PME, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Les TPE, les PME. Les PME, elles représentent plus de 40% des émissions du Canada, GES, et plus de 50% des émissions des entreprises au Canada. Donc oui, les PME ont une part à faire et ont à faire leur part plutôt. Il y a aussi le fait que
les groupes, on l'a dit tout à l'heure, se distinguent en fait, les groupes sous-représentés en entrepreneuriat, dont les personnes immigrantes, se distinguent en matière de développement durable et ont envie de bien faire. Donc au vu des enjeux que je viens de vous citer, au vu du fait que le Canada est concerné, il faut vraiment que les personnes immigrantes participent à leur plein potentiel dans la transition de l'économie, dans une transition d'économie plus durable. En revanche, ces personnes-là, elles ont aussi plus de défis. On en est bien conscient et on veut les accompagner là-dedans. On parle des défis d'isolement, de langue, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'enjeux plus administratifs, j'allais dire, notamment pour l'accès au financement. C'est là l'importance aussi de se mettre en action, puis l'importance aussi d'activités comme aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un beau panneau, le soutien aux entreprises, que j'ai vu, pour lequel je pense qu'il y a simplement 2 post-it, donc c'est peut-être quelque chose qu'on va être intéressé à contribuer au courant de la journée. Donc, on le voit qu'il y a un potentiel intéressant au niveau notamment des personnes immigrantes. On voit toute l'importance de l'entrepreneuriat, du reprenariat aussi. Je pense que ça fait partie des discussions au cours de la journée d'hier. On voit qu'il y a vraiment un potentiel aussi, puis un intérêt marqué pour le développement durable. Donc, 1 + 1 est égal à 2. Maintenant, il y a encore des obstacles qui sont là. Et là, il faut faire des pas de plus. Il faut vraiment faire des pas de plus pour lever ces obstacles-là. On le sait que des fois, en institution, ça peut être un peu plus difficile. C'est long de changer des choses. Peut-être que, justement, il y a beaucoup de petites organisations, d'organismes qui sont présents aujourd'hui, qui sont peut-être un peu plus d'ouverture à l'agilité, etc. Donc, je pense que c'est bien aussi qu'on échange entre nous pour trouver des solutions pour enfin, lever des barrières. Donc, je te laisse peut-être parler de quelques obstacles pour lesquels on a évidemment constaté. Oui, pour ce qui est plus du financement, l'accès est compliqué du fait d'antécédents limités, la fameuse cote de crédit, là aussi, qui est regardée par rapport à votre historique de crédit. Donc, quand vous débarquez au Canada, et ça a été mon cas, vous avez pas cette historique de crédit. On demande aussi, dans les prêts conventionnels, donc pour l'emprunt, des garanties. On demande parfois des garanties, ce qu'on appelle le love money, donc les pères, la famille, les pères PAIR, donc la famille, les amis, le réseau que vous n'avez peut-être pas ici. Souvent aussi pour l'ouverture de compte ou l'ouverture de prêt, on vous demande des statuts particuliers comme le statut de résident permanent. Il y a aussi toute une littératie financière, même moi pour qui le français n'était pas une barrière, il y a des acronymes, il y a des choses qui sont différentes ici. Et puis il y a les fameux biais. Je pense qu'il ne faut pas rester dans le déni et vraiment voir que l'accent, les minorités visible, il peut y avoir des biais même au moment de l'accès au financement. Puis, comprendre un peu le répertoire, la cartographie de toutes les ressources qui existent au Québec, comment s'y retrouver, ça peut être un peu mêlant pour quelqu'un qui arrive. Ceci dit, les solutions existent aussi. Nous, on l'a vu et on l'a mis en place chez Evol. Donc, on a fait en sorte que notre politique de financement soit plus inclusive, considère les difficultés des personnes immigrantes. On a fait en sorte aussi qu'il n'y ait pas de biais, et ça notamment en faisant en sorte que nos propres richesses humaines représentent la pluralité des visages du Québec. Donc, autant vous dire qu'avant 2021, l'équipe était 99% de femmes. Il y avait 2 hommes québécois. Aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on explose les scores. On est à 40% maintenant de vraiment représentation des 6 groupes les 5 autres groupes de sous-représentés en entrepreneuriat. On a aussi mis en place des procédures d'accompagnement, donc des cellules de co-développement, un programme de mentorat, un programme vraiment de feuilles de route en accompagnement personnalisé pour les prendre par la main et notamment démêler la fameuse cartographie dont je vous parlais. Puis on a mis en lumière, j'aime bien le dernier, là, des modèles de réussite, c'est-à-dire on a fait en sorte que nos entrepreneurs accompagnés et financés rayonnent et inspirent d'autres personnes immigrantes à jouer le jeu, à se lancer dans la création ou la reprise d'entreprise. Je vais passer aussi rapidement. On passe quelques étapes. C'est l'exemple qu'on donnait notamment au niveau de la politique de financement. Donc, c'est sûr que ça, des fois, ça peut brasser un peu, shaker en bon français quand on arrive et qu'on veut changer les politiques.
qui sont établis depuis longtemps sur des prémices de base qui sont là, qui existaient, etc., et qu'on veut changer un peu les conventions, ça peut... c'est ça, ça peut déranger un peu, ça peut insécuriser, mon fameux comité. Mais bon, il faut prendre, exactement, il faut prendre davantage de risques. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. On vous partage un exemple de ce qu'on a fait. Je ne sais pas, Chantal, si tu veux juste en parler. Oui, c'est ça, c'est notre CGRSP, notre comité de risque et de surveillance des performances du portefeuille. Donc, effectivement, c'est eux qu'on a dû aller convaincre, mais ça a été, vu notre raison d'être, ça a été plus facile que dans d'autres entités. Mais effectivement, on a levé donc les obstacles liés aux antécédents et aussi au statut de résidence, puisque nous, en fait, non seulement on accueille maintenant le certificat de sélection du Québec, mais aussi pour c'est nouveau, pour les étudiants, le fameux le permis de travail post-diplôme, je ne connais pas encore, PTPD, voilà. Avec, en fait, si vous nous démontrez que vous êtes dans une démarche d'installation au Canada, au Québec, on va vous croire et on va prendre seulement les certificats mentionnés ici. On a aussi, pour la problématique de ne pas arriver avec une certaine richesse accumulée, on a diminué la mise de fonds. La mise de fonds, c'est ce que, quand vous allez chercher un prêt, il faut que vous mettiez vous-même une certaine partie dans le montage financier. Donc, nous, on l'a réduit jusqu'à 5%. Merci. Puis c'est quelques exemples, en fait, qu'on partage avec vous. L'idée, c'est vraiment de démontrer que c'est pas parce qu'un cadre est établi depuis longtemps qu'on ne peut pas le changer puis qu'on ne peut pas un peu là, briser les conventions. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Puis, pourquoi on l'a fait? Je pense qu'on l'a bien exprimé dans notre propos, mais je pense que ce qui nous intéresse le plus, puis ce qui vous intéresse le plus, c'est pour qui on l'a fait. Et on avait envie de vous présenter là, rapidement une petite histoire. Donc, c'est une entreprise sur la Côte-Nord. La Côte-Nord brille aujourd'hui au forum. Donc, une entreprise sur la Côte-Nord. Donc, j'ai rencontré une des 4 entrepreneurs qui s'appelle Justice, qui a démarré l'entreprise L'Épicerie Tropicale. D'abord, une entreprise qui est située à Sept-Îles. Donc, pourquoi cette île? Moi, ça a été ma première question. Donc, oui, je suis une fille de région. Je suis allée en Côte-Nord, j'adore, mais pourquoi cette île? Donc, l'idée, c'était vraiment, en fait, c'est son conjoint qui était venu au Québec, à Québec, pour des études et qui était à la recherche de sa première opportunité d'emploi. Donc, finalement, a trouvé un emploi à cette île. Appelle sa femme. Là, il y a une dame qui a témoigné tantôt sur le panel qui disait « Mon Dieu, je te donne 15 jours ». Elle ne me l'a pas raconté, mais je sais que quand elle est montée à cette île la première fois, c'était dans une Mazda, le Crubon, important de me le mentionner, et en pleine tempête de neige. Donc, nous, on le sait qu'en région, c'est nous qui fabriquons la neige. Donc, elle l'a réalisé. Et là, elle s'est dit, ça a besoin d'être extraordinaire, ce coin de pays-là, parce que vraiment, je laisse mon pays, je laisse une partie de ma famille, je m'installe ici, à cette île. Et puis, bon, Justice, elle avait une formation en enseignement, donc elle a été en mesure de se trouver un emploi, elle aussi. Et puis, un jour, une belle grossesse, 2 belles filles, des jumelles, et puis là, le retour au travail ne se passe pas comme prévu parce qu'il y a une pénurie de garderies. Donc là, je sens l'apathie de toutes les femmes et les hommes dans la salle qui ont aussi vécu cet enjeu-là. Et donc là, l'idée de créer sa propre entreprise, qu'on appelle souvent l'entrepreneuriat de nécessité, est arrivée. Il faut dire que ce n'était pas nécessairement par dépit l'entrepreneuriat, parce que les deux avaient été entrepreneurs, en fait, dans leur pays d'origine. Et donc, finalement, ils ont commencé à regarder s'il y avait des entreprises qui étaient installées, intégrées localement, qui étaient à vendre. Donc, effectivement, un petit commerce d'électroménager qu'ils ont décidé d'acheter. Et puis, peu de temps après, ils ont décidé d'ouvrir un 2e commerce annexé, donc avec les 2 jumelles dans le parc de jeux de l'entreprise, et dans lequel, en fait, il y a 2 couples d'actionnaires qui sont présents. Et pourquoi l'épicerie tropicale? C'est que, dans le fond, ils ont réalisé que c'était difficile pour eux de s'approvisionner de nourriture de leur origine et qui devaient en fait faire des voyages à Montréal ou demander à des collègues qui faisaient les voyages à Montréal de dire « rapporte-moi tel aliment, rapporte-moi telle épice, etc. » Et il y a même des personnes pour qui ça a joué dans leur intégration, de dire
moi, je me sens bien accueillie ici, mais j'aimerais ça retrouver ma saveur locale. J'aimerais ça être en mesure de cuisiner des mets typiques que j'avais l'habitude de faire parce qu'on sait à quel point la nourriture, c'est réconfortant. Puis là, je vous dis ça alors qu'il est midi moins 5 ou midi moins 2. Donc, et ça a été, en fait, un beau facteur aussi d'intégration. Puis une chose qui m'a vraiment... qui m'a stupéfaite, c'est pas le bon terme, c'est celui qui me vient, je vais l'utiliser, c'est la fougue, en fait, de cet entrepreneur-là, qui venait juste d'arriver dans la région, qui venait de s'établir, vient d'avoir 2 enfants, 2 jumelles, donc un 2 pour 1, et finalement décide de lancer une entreprise. Puis avant même de lancer le 2e commerce, il avait entendu dire qu'il y avait un autre joueur qui avait envie de peut-être démarrer ce type de commerce-là. Donc, elle m'a confié, elle dit, nous, on a fait la stratégie de la terre brûlée, on a averti tout le monde qu'on était prêt à lancer. On a démarré la page Facebook, on l'a animée. Dans les faits, nos commandes n'étaient pas faites. Je pense que le financement n'était pas encore booké dans ce temps-là, mais là, ça reste entre nous. Ce n'est pas ce qu'on recommande. Mais bref, à 6 heures la veille, ils ont terminé de mettre l'inventaire sur les tablettes et ils ont ouvert le lendemain. Donc, quand j'ai posé la question si c'était à refaire, puis tu sais, est-ce que cette île, c'est encore l'endroit où tu te vois? La réponse est oui, absolument. Quand on a parlé, on a abordé le développement durable. Pour elle, c'était comme c'était non discutable. Ça faisait partie de l'intégration. C'était assuré que ça allait faire partie justement du modèle d'affaires. Et aussi, peut-être en terminant, là, c'est ça, quand on disait est-ce qu'elle a pensé quitter cette île? Bien, jamais. Les gens de région le sauront, là, la vie est trop belle là-bas, puis l'ancrage aussi régional. Donc ça, c'est vraiment un beau succès, puis un beau succès qu'Eva aime raconter, mais un beau succès en partenariat. Je ne sais pas s'il y a des gens des MRC, SADC, donc c'est un beau partenariat aussi qu'on a fait pour soutenir l'entreprise. Puis des histoires comme ça, on en a évidemment plusieurs chez Eva. Oui, on ne les passera pas en revue, mais on sera là tantôt pour le dîner, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Mais effectivement, Slow Intérieur et Goutte d'Orange, d'autres exemples. La seule chose que je voudrais mentionner, c'est Slow Intérieur, elle a été intrapreneur avant d'être entrepreneur. Et c'est aussi quelque chose qui arrive beaucoup à nos entrepreneurs immigrants, c'est qu'ils commencent par prendre la job du coin rapidement pour avoir une sécurité financière et qui pensent à leur histoire d'affaires ou à leur entreprise après, et que se lancer en affaires, pour eux, c'est repartir, rebondir. On a aussi énormément d'outils, je vous en parlais tantôt. Je vais les passer rapidement parce qu'avant qu'on me jette hors de la scène pour aller manger, puis je sais que vous avez faim. Juste rapidement, je vous les déroule, mais venez nous voir, allez voir sur notre site Internet. On a développé plusieurs outils accessibles gratuits, notamment quand on parle de littératie financière, parce qu'on le sait que c'est un frein. Donc, on a développé là, 188 minutes de capsules informatives sur la littératie financière. Même chose au niveau de l'intégration du développement durable. C'est des outils qui sont disponibles. Utilisez-les largement. Donc, vraiment, on veut partager au plus grand nombre pour que ça fasse, évidemment, le plus d'impact possible. Donc, peut-être un petit mot de la fin. Il y a encore le tableau soutien aux entreprises qui est là. Je vais vous inviter évidemment à aller mettre des bonnes idées. Donc, je pense qu'on a tout en place pour se mettre en action et faire une différence ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.